J'ai toujours écrit sur le désir. Et dans une certaine mesure, mes parents sont à l'aise avec ça, mais c'est vrai qu'il y a des scènes, voilà, je me doute bien qu'en tant que parent, c'est pas facile à lire, et en tant que fille, j'ai pas tellement non plus envie qu'ils puissent m'imaginer en action, quoi, c'est logique. Hein. Je sais pas, j'ai jamais eu l'impression de devoir demander la permission, en tout cas, je me suis toujours dit que je voyais pas pourquoi il fallait que j'ai peur d'écrire sur le sexe, je sais pas parce que les mecs l'ont toujours fait, que moi, parce que je suis une fille, il faudrait que je me censure. J'ai toujours revendiqué le droit d'écrire de manière aussi crue, aussi graphique sur le sexe que les hommes, sans devoir me justifier de ma position de femme. C'est quand même différent d'être une femme qui écrit sur le désir. Tout de suite, on s'imagine que c'est un regard féminin qui ne concerne que les femmes. Alors que les hommes, manifestement, ont un regard universel sur la chose. Machinalement, mon crayon, je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Emma Baker, qui sera à l'école Les Mots dès mars 2020 à l'affiche d'un atelier d'écriture sur le thème du désir. Écrire le désir. Non pas seulement le théoriser, mais le recréer par les mots, le susciter, le susurrer. Tout un art qui sera au cœur de nos discussions aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Laurel Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, depuis quand, à l'abri de quel regard et pourquoi. Autant vous le dire, je ne suis pas la seule à vouloir rencontrer Emma ce jour-là. Elle n'est à Paris que quelques jours et toute la presse parisienne le sait et cherche à lui voler quelques instants. Les critiques comme les lecteurs, déjà remués par ses 2 romans autobiographiques, Monsieur en 2011 et Alice en 2015, ont été parfois piqués, mais surtout époustouflés par l'originalité de son tout dernier livre, La Maison, chez Flammarion, dans lequel elle raconte son expérience de prostituée dans une maison close berlinoise. Finalement, avec toute la générosité que l'on sent déjà dans son écriture, Emma m'a accordé plus d'1 heure au sous-sol de la librairie du 11e arrondissement, où elle était invitée à signer son livre ce soir-là. Vous m'attendez depuis longtemps? Pas du tout, je viens d'arriver. Non, pas du tout, pile à l'heure. Super. Les bruits que l'on entend pendant ce podcast sont les pas des clients et libraires qui marchent au-dessus de nos têtes pendant que nous discutons dans cette drôle de cachette. Mais assez parlé, laissons-la nous raconter ce que ce livre, La Maison, a représenté dans son œuvre, dans sa vie et dans sa chair. Lors d'une balade à Berlin, je finissais mon 2e livre. Et j'étais évidemment en train de chercher mon sujet, comme tout écrivain qui finit un bouquin. Et je suis passée devant un bordel, et tout de suite les éléments se sont rassemblés. Je me suis dit que j'avais envie enfin de pouvoir pénétrer dans un bordel sans devoir me cacher, sans devoir mentir sur là où j'étais. Et que j'avais envie d'écrire là-dessus. En fait, je peux pas... Petit point chronologique, car vous allez voir qu'avec Emma Baker, les associations d'idées fusent tellement vite qu'on en oublie le temps. Emma a donc passé 2 ans et demi dans ce bordel à se prostituer pour écrire son 3e roman. Mais pendant toute cette période, elle n'a pas écrit une seule ligne. Non, parce que je crois que les choses qui importent, qui sont faites pour rester dans votre tête et pour être écrites, elles restent dans votre tête et vous les écrivez. J'avais pas envie d'arrêter le temps pendant que je bossais en écrivant, et j'avais pas envie de perdre une miette de ce que j'entendais, j'avais pas envie de perdre une miette de la compagnie de mes collègues. Ce n'est qu'en rentrant chez sa mère, et bientôt aussi en devenant mère elle-même, que la romancière a pu transformer son expérience et en tirer son roman. Je me souviens très très bien les vacances d'été qui suivaient voilà, le début de cette expérience. J'étais chez ma mère dans le sud de la France et j'ai écrit tout ça pratiquement d'une traite à la main. Et j'avais cette sensation d'être en train d'écrire mon 3e livre, et c'était une période de ma vie hyper excitante parce que j'avais la sensation que j'étais en train de faire quelque chose d'important, quoi. Je me demande ce qui peut bien se passer dans la tête d'une pute. Comment est bâti son ego, son appréciation d'elle-même. Celle que je regarde depuis mon petit banc blanc glacé est une toute jeune blonde qui crapote une vogue en arpentant un bout de trottoir.
Elle porte ce que portent toutes ses collègues partout dans Berlin. Des cuissards dans Sky qui réfléchissent les lampadaires et agrippent l'œil pour ne plus le lâcher. D'un blanc irréprochable avec des plateformes qui crient « à louer », plus encore que ses œillades lascives. Rentrée dans ses bottes, un jean clair moulant des cuisses émouvantes d'adolescente, une banane fluo faisant bouffer, de façon étrangement recherchée, sa veste courte en fausse fourrure. Elle a à peine 20 ans, et pourtant quel art dans sa façon de se mouvoir, quelle conscience d'elle-même. Déjà, il y a les talons. Personne ne pourrait marcher avec ça, certainement pas moi. Pourtant, ils paraissent une extension de sa jambe, aussi naturelle qu'un pied nu. Et ce bruit, ce claquement langoureux au gré des 10 pas aller-retour qui délimitent son territoire. À l'écouter, on sait que ce rythme savant ne peut être produit par une fille flageolante, menaçant de se tordre les chevilles. Derrière ce bruit, il y a forcément une femme, agressivement séductrice, en pleine possession d'elle-même. Et puis ses vêtements, ses cheveux, ce maquillage. C'est une caricature tellement accrocheuse, bon Dieu. Comment peut-elle, à son âge, réunir tous ces artifices, tous ces attrape-couillons, sans ressembler à une gamine venant de mettre à sac la penderie de sa mère? Et est-ce qu'elle le sait, elle? Comment ça peut bien être d'avoir conscience qu'à chaque homme croisé, elle évoque une pensée sexuelle, involontaire ou non? Ça fait quoi d'être comme ça, dans la rue, en plein milieu des bagnoles et des passants? Un rappel tonitruant, implacable de la prévalence du désir sur tout. Je ne peux pas vous dire si j'ai eu envie d'écrire d'abord ou d'abord de faire cette expérience. C'était évident que si j'avais envie d'écrire un livre là-dessus, il me paraissait complètement logique de faire l'expérience moi-même. Le fantasme de la prostitution, ça n'a jamais été chez moi un fantasme sexuel. J'ai jamais eu envie d'être payée pour faire l'amour avec des étrangers. C'est pas quelque chose qui me... Vous savez, cette espèce de fantasme de bourgeoise qui s'emmerde, c'était pas du tout ça. Ce qui me fascinait, moi, chez ces femmes-là, c'était déjà leur statut de paria immédiat. Parce que généralement, les gens qu'on met de côté, c'est pour des bonnes raisons, c'est parce qu'ils sont dangereux ou très intéressants. Et en l'occurrence, les prostituées, pour moi, incarnaient une forme de toute-puissance sexuelle, érotique, de la femme. Et elle me semblait cristalliser la toute-puissance du désir, le désir qui fait tourner le monde. Et c'était ça, moi, que j'avais envie d'être. C'était ça que j'avais envie d'incarner. C'était cette créature qui est capable de détruire des mondes, rien que parce qu'elle existe et qu'elle est une femme. En écoutant Emma Becker, je comprends que chez elle, la littérature et la vie se confondent. La cloison entre les deux est aussi fine que celle de l'entresol où nous discutons. La preuve, elle avait déjà quelque chose d'une écrivaine à 4 ou 5 ans, à l'âge où les autres enfants ne savent pas encore écrire. La première chose que je me souviens vraiment avoir écrite, c'était quand on a déménagé de ma première maison et que j'ai laissé une lettre, que j'ai écrit une lettre à la maison. Parce que, je sais pas, cette maison était pour moi vivante, quoi. C'était ma première maison de petite fille. Et c'était où? C'était à Fresnes, dans le 94. Et j'étais révulsée que d'autres gens puissent venir habiter dans ma maison. Enfin, pour moi, c'était vraiment ma maison. Ça me semblait improbable que quelqu'un d'autre y vienne. Et j'avais écrit cette petite lettre que j'adorerais retrouver, que j'avais glissée dans une fissure du mur ou peut-être une planche de plancher, je sais pas. Je me demande si les gens l'ont trouvée. Ça, c'est la première chose que j'ai écrite. Je devais avoir 4 ans et demi, un truc comme ça. Ma mère m'a appris à lire et à écrire très très tôt, toute seule, sans l'école. Et après, en fait, très rapidement, ouais, j'écrivais des petites histoires, je faisais mes illustrations moi-même. J'ai toujours le souvenir d'avoir écrit. Par contre, ça n'a pas toujours été un métier. Il y a plein de moments où j'ai voulu faire tout à fait autre chose. Et puis, je sais pas, je crois que c'est vers 17-18 ans que je me suis dit, mais arrête avec tes fantasmes de docteur, d'actrice, de ce que tu veux. Bon, en fait, tu veux écrire, c'est ça ton boulot. Et j'ai publié, la première fois que j'ai publié quelque chose, c'était une nouvelle érotique dans un petit magazine qui s'appelait Stupre, qui n'existe plus aujourd'hui. Et cette sensation de voir mon texte écrit, là, livré au monde, bah, ça a été une ivresse qui m'a fait me dire, ok, je veux faire ça toute ma vie, et peu importe ce que je dois faire à côté pour bouffer, mais c'est vraiment ça qui me plaît. Et cette nouvelle, vous pouvez m'en parler ? Ça se passait dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel Amour, pour être précise, dans le 9e. Et je parlais de la perspective d'un jeune garçon qui retrouve sa petite copine, et sa petite copine, pour la première fois, je crois, lui permet de lui mettre un doigt dans le cul, ou un truc comme ça. C'était ça c'était ça le thème de ma nouvelle. Et c'était déjà la perspective d'un homme qui se trouve être une femme, puisque c'est moi, et qui chante le corps de sa copine et la manière dont elle se donne et tout ça. Un peu comme je le fais dans le dernier chapitre de La Maison, en fait. J'ai toujours eu cette obsession de me glisser dans la tête des hommes et d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'ils pensaient aux femmes. Et
Et je pense que c'est ça la grande affaire de ma vie, c'est pas tant les hommes que la tendresse que j'imagine dans leur regard et qui est peut-être tout simplement ma tendresse pour les femmes. Cette première nouvelle érotique, Emma Becker l'a publiée à 17 ou 18 ans, lorsqu'elle était étudiante en Hippocagne. Mais ce qu'elle ne m'a pas encore dit, c'est que bien avant cela, elle avait déjà caché dans son tiroir des tas de romans inachevés, inspirés notamment par son indocilité vis-à-vis de ses professeurs de l'époque. Mon éducation s'est majoritairement faite dans des établissements catholiques, alors vous imaginez bien ce que ça vous dit de votre place en tant que femme. Enfin, j'ai des souvenirs qui aujourd'hui me mettent dans un état de rage pas possible, par exemple, des surveillants de plus de 50 ans qui interrompaient un cours pour me dire que j'avais pas mis de soutien-gorge et qu'il fallait mettre des soutiens-gorge, quoi. Et donc, finalement, qui sexualisent les corps des petites filles de 13-14 ans parce qu'ils sont incapables de penser que peut-être les mecs vont aussi se concentrer sur leur cours. Enfin, donc c'est quand même déjà déterminant le fait d'avoir eu une éducation catholique. Ça vous donne une notion de subversion, de péché, de pardon, de honte que peut-être j'aurais pas eu dans des établissements publics. Et alors, avant la nouvelle qui a été publiée, vous écriviez des romans, vous dites? Ouais, j'écrivais des romans, mais que je finissais pas, mais qui me tenaient en haleine. Et que vous écriviez dans le secret pendant que vous étiez dans cette école catholique? Ouais, j'écrivais même pendant mes cours. C'est-à-dire, je mettais mon cahier au milieu de mon cahier de cours, et puis je faisais semblant de prendre mes notes, et puis en fait, j'écrivais. À 13-14 ans? Ouais. Je me suis fait choper 2 ou 3 fois, hein, mais c'était ce que je faisais de mes heures de cours. Mais c'était des trucs qui faisaient 300 pages, hein, et que je finissais pas, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, ça s'essoufflait, quand j'avais épuisé toute la substance du texte que j'écrivais, parce que je crois que la clé du plaisir que j'avais à écrire ça, c'était notamment les scènes de sexe, qui aujourd'hui doivent être à mourir de rire parce que je n'avais aucune expérience, mais on voit bien dans ces scènes de sexe que j'attends énormément de la pénétration, que j'attends énormément de l'homme en général, que le salut viendra forcément de l'homme. Alors c'est de la curiosité, c'est de la naïveté, et ça montre que j'ai grandi dans cette société-là où la seule sexualité valide, c'est encore et toujours la sexualité hétérosexuelle, quoi. Vous les faisiez lire, ces romans? Je les faisais lire à ma meilleure copine de l'époque, qui avait la patience à chaque récré d'écouter ce que je venais d'écrire, qui parfois me faisait des illustrations. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable comment j'ai pu avoir le courage de lui faire lire des merdes pareilles. Votre grand-mère, votre mère, vos parents, est-ce qu'ils lisaient vos textes? Mon Dieu, non, ils en ont lu certains. Un moment, j'avais écrit... quand j'avais 14 ans, j'ai écrit 2-3 pages hyper élégiaques sur un homme dont j'étais tombée désespérément amoureuse, qui était mon prof de monoski nautique, qui était plus vieux que moi, qui avait 32 ans. Et j'étais dévorée par cet amour. Et j'ai écrit ce texte, et Dieu sait ce qui m'a pris. Un jour, je l'ai fait lire à mes parents, qui m'ont dit « Oh là là, c'est génial, nan, nan. » Je l'avais même envoyé à un concours de nouvelles Marie-Claire. Bon, que je n'ai pas gagné, mais ça, je dois l'avoir encore quelque part. C'est donc dans sa première maison, sa maison de famille, qu'Emma Becker est devenue écrivaine. Non seulement en écrivant, mais aussi en lisant. Elle peut même dire qu'elle a été le premier grand livre de sa vie. Je sais quel livre a fait de moi un écrivain, et je crois que c'était Le Point d'orgue de Nicholson Baker, que j'ai lu, je devais avoir 8 ans peut-être. Je l'avais chopé dans la bibliothèque de mes parents. Et c'est de là que j'ai tiré cet amour pour le regard que j'imagine aux hommes sur les femmes, pour la curiosité des hommes pour les femmes. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est comme ça, moi, que j'ai envie d'écrire sur le désir, c'est comme ça que j'ai envie d'écrire sur les femmes, c'est comme ça que j'ai envie qu'on me regarde, et c'est comme ça que j'ai envie de regarder le monde. Le livre a des scènes extrêmement graphiques, mais qui sont aussi d'un humour et d'une tendresse qui m'étreignent vraiment. Et je pense que c'est un bouquin très important à lire aujourd'hui, parce que justement, il y a cette réflexion passionnante sur la richesse du désir, sur le fait que le désir nous transforme toujours en enfant. Quand on désire, on est quelque part toujours un gosse. Il y a des passages d'une tendresse et d'une beauté absolument superbe, des trucs qui sentent Nabokov, qui sentent Updike. C'est un très grand narrateur, et c'est un livre qui a changé ma vie. Dans son prochain roman, Emma Becker racontera à nouveau une expérience extrême. Devinez laquelle? Mais moi, j'ai très envie d'écrire... j'ai très envie d'écrire sur la maternité, parce que j'ai eu un petit garçon. Très envie d'écrire sur la maternité et sur le désir, et comment est-ce que, quand on a été une femme enceinte et ensuite une jeune maman, comment est-ce qu'on se reconstruit en tant que femme
qui désire, qui est désirable, qui a envie d'avoir sa vie à elle. Comment est-ce qu'on se réinvente une vie après cet énorme chamboulement de la maternité ? Parce que je crois que c'est quand même un phénomène assez violent. Magnifique aussi, mais violent. Et puis après, j'ai très envie de parler, de déconstruire un pan de la sexualité féminine hétérosexuelle. Je reviens de Toronto, où j'ai assisté à des conférences de Paul B. Preciado, et ça m'a retourné, parce que je pensais pas du tout que ces questionnements de genre étaient les miens. Enfin, j'étais tout à fait confortable dans ma norme qui m'oppresse autant que les autres. Et Paul Preciado, mais ça fait 5 jours que j'y pense sans discontinuer, mais ça m'a ouverte. Et là, je vous parle, je suis encore béante. J'ai acheté tout ce que je pouvais acheter de Preciado. Lire, vivre, écrire, c'est tout cela que l'on trouvera à l'atelier d'écriture mené à distance par Emma Baker, qui enverra chaque semaine aux personnes inscrites des lectures et des consignes d'écriture sur le désir. Comment est-ce qu'on écrit le désir ? Comment ne pas tomber dans le grotesque ou dans le vulgaire, sachant que le vulgaire et grotesque, ça dépend de chacun, évidemment. Quels sont les mots qu'on utilise ? Quel est le lexique dont on dispose, nous, en tant que Français, pour parler de sexe ? Quels sont les mots qu'on peut utiliser en littérature, et comment est-ce qu'on les utilise en réalité ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter quand on parle d'écrire le désir, d'écrire le corps, d'écrire l'érotisme, et qui vont bien au-delà des visées masturbatoires qu'on prête généralement à la littérature érotique. Je pense que écrire l'érotisme, c'est un exercice très compliqué, très délicat. C'est une histoire de maintenir un équilibre entre la chair et la littérature. Je me souviens, mon père me disait que j'avais un peu choisi la facilité en parlant d'érotisme. Moi, je pense au contraire que c'est très difficile d'écrire l'érotisme et de l'écrire bien. Et ben, je sais pas. Mais vous savez, c'est comme quand les gens vous disent que finalement, faire la pute, c'est de l'argent facile. Il y a cette idée que parler de sexe, écrire sur le sexe et en faire son métier, c'est la facilité parce que c'est quelque chose qu'on sait tous faire. Et je pense que, j'espère, sans présomption, avoir quelque chose à apporter dans ce débat-là. Je sais pas si le fait d'être écrivain, ça s'apprend, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il y a des ficelles qui peuvent se transmettre. Si j'avais dû être prof, ça a déjà été un fantasme pour moi d'être prof, c'était vraiment dans l'idée de transmission, de partager des textes qui, moi, m'ont bouleversée, et d'en parler de telle manière à ce que les gens se sentent bouleversés aussi, et peut-être pas d'ailleurs pour les mêmes raisons. Ou si ça les bouleverse pas, pourquoi ? Elle est où la différence entre ce qui, moi, m'a ravagé et pas eux ? Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'échange. Pour échanger avec Emma Baker et recevoir ses consignes et commentaires à distance sur l'écriture du désir à partir du 20 mars 2020, rendez-vous sur le site de l'école lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt. Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? Machine en plein dans la caboche. Oh, je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de faire impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots.